Bonjour, donc moi aujourd'hui je vais vous parler de l'identification des acétates de cellulose. Alors je vais être plutôt dans le côté, on va dire, obscur, c'est-à-dire dans le côté de l'analyse. Donc les acétates de cellulose ont été beaucoup employés pour imiter les matériaux naturels tels que la corne, l'ivoire ou l'écaille de tortue, mais ce ne sont pas les seuls. Le grand frère de l'acétate, le nitrate de cellulose, a aussi été employé pour imiter ces matériaux naturels qui commençaient à se faire rares. Et il y a également d'autres matériaux dont certains sont issus aussi de matériaux naturels, donc, tels que la galalite, puisque fabriquée à partir du lait, qui a été utilisée pour aussi imiter l'ivoire, la corne ou l'os. Et plus récemment, pour l'imitation de l'écaille de tortue, a été employé le polyester. Donc lorsqu'on se trouve face à des objets d'aspect corne ou d'aspect écaille de tortue, il est souvent très difficile de pouvoir dire qu'on est face à des acétates, à des nitrates, ou de la galalite ou du polyester. Donc l'acétate de cellulose a été utilisé, et je passerai sur ces deux emplois, puisque ce n'est pas vraiment des domaines dans lesquels on a été vraiment sollicité au niveau du C2RMF, mis à part un exemple dont vous aurez un exposé cet après-midi. Donc l'acétate de cellulose a également pu être employé sous forme de film. Et là encore, il y a une sorte de concurrence entre l'acétate, le nitrate et plus récemment les films polyester. Un autre domaine dans lequel l'acétate est utilisé, c'est le domaine du textile. Et là, j'en parlerai encore moins, car jusqu'à présent, étonnamment, nous n'avons jamais été saisis pour étudier des objets en textile et éventuellement des objets à base d'acétate. Donc, pourquoi identifier l'acétate? Donc, comme l'a dit Sylvie, le problème de l'acétate, c'est que lorsqu'il se dégrade, il émet des composés volatiles qui sont en fait des acides, l'acide acétique. Et cet acide acétique, en fait, si on enferme un objet en acétate de cellulose dans un sachet, l'acide acétique va rester autour de l'objet et va venir auto-dégrader l'objet. Donc en fait, il est important de pouvoir identifier l'acétate, mais aussi le nitrate, je vous rassure, pour éviter justement d'envisager de conserver ces objets dans des conditionnements fermés. Là, je vous ai mis un autre exemple aussi qui est apparu, en fait. Donc Sylvie parlait des qualités du papier pour éventuellement envelopper les objets en acétate. Mais le problème, c'est que l'acétate, quand il se dégrade, il va libérer l'acide qui va en fait attaquer le papier. Donc le papier va avoir un rôle protecteur que temporaire. Et parfois aussi, le problème, c'est que le papier va aussi coller sur l'objet. Et après, on a des problèmes pour enlever ce papier. Donc voilà, donc l'idée c'est donc d'identifier l'acétate pour pouvoir déterminer les meilleures conditions de conservation des objets. Comme l'a aussi précisé Sylvie, c'est que lorsque ces produits de dégradation sont émis, ils peuvent venir effectivement attaquer des objets qui se trouvent à proximité. Et là, je vous ai mis des exemples où vous avez l'étiquette qui portait le numéro d'inventaire d'une paire de lunettes. Et vous pouvez voir que le papier est complètement attaqué par les dégagements acides de l'objet en acétate. Et sur une paire de lunettes où il y a souvent des éléments métalliques, vous pouvez voir que le métal est totalement dégradé par le dégagement d'acide. Donc si on expose des objets en acétate à proximité d'objets en papier ou en métal, voilà ce que cela peut donner. Donc voilà pourquoi il est souvent important d'identifier l'acétate, et souvent c'est pour ces raisons-là que la filière est sollicitée pour des questions d'identification. Donc identifier aussi pour pouvoir prédire et documenter, car à partir du moment où l'on sait que l'on a des objets en acétate de cellulose, il faut quand même s'attendre à les voir se dégrader. Et il est temps à un moment donné d'envisager de mettre en place une bonne documentation, puisque sur le dernier stade de l'acétate que vous avez là en bas à droite, en fait, on n'a plus du tout la forme de l'objet. On ne sait plus du tout à quoi correspondait ce tas de morceaux d'acétate. Donc il est important de pouvoir identifier pour se dire il y a un risque de dégradation et il faut bien penser à documenter l'objet pendant qu'il a encore une forme acceptable, on va dire.
Donc comment identifier l'acétate? Donc effectivement, il existe des marques qui sont assez connues comme le rhodoïde. Donc lorsque l'on peut lire la mention sur par exemple ce sachet de lunettes en rhodoïde, il y a quand même des chances qu'on soit face à un objet en acétate. Sur ce détail, c'est en fait un parapluie. On a une petite étiquette qui dit en acétate. Donc effectivement, à un moment donné, les parapluies étaient fabriqués avec du textile acétate. De nos jours, c'est plutôt du polyester. Et lorsqu'après on a la chance d'avoir un objet qui porte une marque telle que la Ténite et que l'on peut avoir accès à une certaine documentation qui est là, en l'occurrence une publicité, et qui mentionne bien, c'est peut-être écrit un petit peu petit, désolé, il est écrit qu'en fait la Ténite est un plastique à base d'acétate de cellulose. Donc quand on a ces informations, on a un moyen facile d'identifier l'acétate. L'odeur du vinaigre, effectivement, le syndrome du vinaigre est souvent mentionné pour dire que lorsque ça sent le vinaigre, on est face à un objet en acétate, puisqu'effectivement, la dégradation de l'acétate et la libération de l'acide acétique. Donc après, pour pouvoir identifier l'acétate, on va commencer à faire appel à un certain nombre de méthodes. Donc une qui est assez accessible, notamment pour les restaurateurs, c'est l'utilisation du test de Molish. Donc là, je vous ai mis l'extrait du fascicule rédigé par France Rémillard qui a développé un certain nombre de petits tests pour identifier les plastiques et parmi ceux-là, les acétates et les nitrates de cellulose. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez trouver facilement sur Internet ce petit fascicule. Mais bon, c'est quand même un test qui demande la manipulation de l'acide sulfurique. Bon voilà, c'est peut-être pas forcément la meilleure méthode, mais ça peut effectivement, dans certains cas, aider à identifier la présence d'acétate dans les collections. Donc, que ce soit par la marque, que ce soit par l'odeur, que ce soit par le test de Molish, en fait, le niveau d'identification que l'on aura pour l'objet en plastique face auquel on est, c'est la nature du polymère. On pourra effectivement dire que l'on est face à un acétate. En revanche, nous n'aurons pas d'informations sur certains des additifs de l'acétate, notamment quelle est la nature du plastifiant. Est-ce que c'est un acétate qui est coloré à l'aide d'un pigment ou d'un colorant, et pourquoi pas d'un mélange. On ne saura pas non plus quel est le matériau qui est responsable de l'opacité ou du renfort de l'acétate. Généralement, c'est une charge minérale. Et nous ne pourrons pas non plus avoir accès aux produits de dégradation. Et parfois, c'est justement l'identification du produit de dégradation qui nous permet de dire qu'on est en présence d'un acétate, quand d'autres méthodes ne le permettent pas. Donc, dans le cadre du projet européen Pop-Art, dont Sylvie a déjà parlé, qui était divisé en différentes work packages, donc il y avait l'identification des plastiques, il y avait le constat d'état sur les collections, l'étude de dégradation des plastiques et quelques techniques de conservation active menées sur les plastiques. Donc, à l'occasion de ce projet européen Pop-Art, le C2RMF était engagé dans toutes ces différentes parties du projet et nous avons pu faire l'acquisition d'un équipement portable, donc un spectromètre infrarouge portable qui est vraiment l'outil que nous utilisons aujourd'hui pour l'identification des plastiques lorsque certains musées nous demandent de venir identifier les plastiques et notamment les problèmes d'acétate et de nitrate de cellulose. Donc c'est un équipement portable. L'avantage de cet équipement, c'est qu'il permet de réaliser des analyses sans prélèvement. Il est portable, donc on peut l'emmener dans le musée, ce qui est vraiment très intéressant lorsque l'on veut, par exemple, au cours d'une ou deux journées d'études, identifier un bon nombre d'objets. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a des résultats immédiats, donc à la fin de la journée, on est capable de dire et éventuellement donc de reclasser les objets en acétate ou en nitrate de cellulose. Donc il a une configuration d'équipement portable mobile. Il a aussi une autre configuration que donc vous pouvez voir sur la droite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le positionner sur une station d'accueil et utiliser une presse, donc c'est ce que vous avez tout à fait à droite. L'avantage d'utiliser cette presse, c'est qu'on a un contact optimal avec la matière, donc bien sûr un meilleur spectre et donc un meilleur résultat.
Donc voilà comment se traduit une analyse par spectrométrie infrarouge. Donc la spectrométrie infrarouge détecte l'ensemble des fonctions chimiques qui sont présentes dans un matériau. Donc en fait, on détecte tous les composés, ce qui peut être un atout, mais ce qui peut être aussi un inconvénient dans certains cas. Et donc vous pouvez voir sur cet exemple que le spectre de l'acétate est très différent du spectre du nitrate ou du spectre de la galalite. Donc on peut vraiment identifier sans ambiguïté ces matériaux, puisque ce sont souvent ces matériaux-là que l'on confond. L'interprétation de ce spectre se fait par une recherche automatique dans une bibliothèque de spectres de référence. Comme nous sommes sur des matériaux modernes, nous avons la chance de pouvoir acheter des bibliothèques de spectres de référence, mais au C2RMF et notamment dans le cadre du projet européen PopArt, nous avons construit nous-mêmes notre propre bibliothèque et cela aussi a un énorme avantage, c'est que nous pouvons entrer les différents composés les uns avec on peut enregistrer un spectre pour les différents composés, le polymère, les additifs, les colorants, les pigments, et on peut aussi enregistrer des spectres de matériaux dégradés, ce qui est bien sûr notre cas quand on va être amené à travailler sur des objets du patrimoine. Donc l'interprétation se fait par une comparaison, et après il suffit de vérifier que le choix proposé par cette recherche automatique est correct. Donc justement, grâce aux banques de données que nous construisons nous-mêmes, donc par exemple c'est le spectre du haut, on peut voir que l'on peut attribuer dans le spectre les bandes qui sont relatives aux polymères, mais aussi celles qui sont relatives aux additifs. Et notamment là, dans le cas des plastifiants, puisque c'est celui qu'on va détecter le plus facilement parmi tous les additifs. Donc on peut voir les bandes qui sont attribuables aux plastifiants et donc en fait on peut suivre par cette technique la perte de plastifiants. C'est ce que je vous ai mis là en bas donc, sur un nitrate de cellulose. J'ai eu beau chercher, je n'avais pas de bon spectre pour le cas de l'acétate de cellulose, mais bon c'est un peu la même chose. Où là vous avez donc en haut un spectre de nitrate de cellulose avec la bande que l'on peut attribuer aux plastifiants. Et vous avez ici un échantillon de nitrate de cellulose où on voit que la bande de plastifiant a totalement disparu. Donc on en conclut que le plastique a perdu son plastifiant, ce qui nous alerte sur la fragilité du plastique. Donc le spectro-infrarouge a d'énormes avantages, mais il y a quand même aussi quelques inconvénients. Tout de même, tout n'est pas rose dans la vie. C'est qu'en fait c'est une analyse de surface. Cette analyse concerne les 2 premiers microns de la surface du plastique. Par conséquent, si en surface il y a quelque chose qui vient perturber l'analyse, on va avoir du mal à identifier le plastique. Ça a été le cas pour cette lunette qui en fait est recouverte de plastifiants. Donc lorsque j'ai fait l'analyse dans un premier temps, le spectre que j'ai obtenu, qui est ici en noir, en fait correspondait uniquement aux plastifiants. Donc je n'avais pas d'informations sur la nature du plastique. J'ai donc nettoyé, tout simplement avec un nettoyage à sec, une partie de la branche, j'ai refait l'analyse et cette fois-ci le spectre obtenu, après recherche dans les bibliothèques, a pu être interprété comme étant un acétate de cellulose. Donc si l'objet est recouvert de plastifiants, voire verni, voire encrassé, l'analyse et l'identification de l'acétate peut poser problème. L'avantage aussi du spectrométrie infrarouge portable, c'est que l'on peut travailler par l'analyse des liquides, et on sait que certains plastifiants, bon là je vous ai mis l'exemple d'un PVC pour changer un petit peu, certains plastifiants en fait quand ils migrent en surface, ils se présentent sous la forme d'un liquide et non pas sous la forme de cristaux. Donc c'est une analyse de surface, donc là je vous mets 2 exemples d'analyse de surface et avec contact. Donc là je vous ai mis 2 exemples où en fait l'analyse a pu être conduite dans un premier cas, notamment sur ces figurines. Donc c'est une maquette d'avion, donc on avait des petites figurines qui sont peintes, et parce qu'on a eu la chance que ces figurines s'étaient décollées du siège, on a pu avoir accès au revers. Et donc on a pu faire l'identification de l'acétate de cellulose. Si la figurine n'avait pas été décollée, il est évident que nous n'aurions pas gratté la surface de la figurine, donc enlevé la peinture pour analyser le plastique, et donc nous n'aurions pas pu avoir l'information d'une figurine en acétate de cellulose. Et dans le deuxième exemple que je vous ai mis en bas, donc c'est le problème du contact. Donc il faut avoir un contact entre la matière et le spectro-infrarouge. Et là, dans cet exemple-là, dans cette veine
cette malle de benne, pardon. Dans cette malle de benne, en fait, on voulait analyser l'objet en plastique qui se trouvait tout au fond, et devant cet objet, il y avait d'autres objets qui étaient collés, et là, bien entendu, en fait, on n'a pas pu apporter le spectro au contact de l'objet. Donc, autre problème, c'est que donc, ce contact, des fois, ne se fait pas bien, notamment lorsqu'on a affaire à des matériaux qui sont un peu poreux, comme là, vous avez l'exemple d'une peluche, ou cet exemple toujours dans la malle de benne, une chaussure recouverte de boutons, on n'a pas pu avoir le contact, donc on n'a pas du tout réussi à avoir l'identification du matériau. Par chance, cet équipement a plusieurs interfaces de mesure. On en a un autre qui s'appelle la réflexion diffuse et qui permet donc de faire une analyse sans mesure, sans contact. Donc c'est le cas. Donc là vous avez un spectre de réflexion diffuse. J'ai perdu ma souris en fait qui est là en bas. Donc là c'est déjà une autre allure de spectre, c'est beaucoup plus compliqué à interpréter. Et pour l'instant, j'avoue que j'ai mis un peu de côté l'interface réflexion diffuse et je préfère dire qu'on ne peut pas faire l'analyse ou par d'autres méthodes dont je vais vous parler tout de suite après. Et là, avec le spectre, avec l'interface de réflexion diffuse, on analyse les 300 premiers microns d'épaisseur, ce qui fait que bon, voilà, ça donne d'autres types d'informations. Donc, ce contact, il peut être problématique, notamment lorsque l'on a des objets fragiles. Là, je vous ai mis quelques exemples d'objets qui sont fragiles et pour lesquels on n'a pas du tout risqué de créer un contact et d'avoir un peu une pression sur l'objet. Et donc là, on est parti sur l'idée de plutôt faire des micro-prélèvements. Donc les micro-prélèvements, c'est à peu près c'est inférieur au millimètre carré, donc voilà, c'est quand même assez peu destructif. Et dans un premier temps, on peut envisager d'utiliser l'infrarouge portable sur sa station d'accueil avec la presse et d'avoir une identification du plastique. Mais malheureusement, le plastique, l'acétate de cellulose, quand il se dégrade, donc il perd son acide acétique et on retrouve en fait le spectre de la cellulose, qui est donc le matériau de départ utilisé pour fabriquer l'acétate de cellulose. Et donc, nous ne sommes pas capables de savoir si cet objet, alors on sait au moins que c'est un matériau cellulosique, mais on ne sait pas si c'est un acétate ou un nitrate de cellulose. Ou pourquoi pas autre chose, mais pour l'instant je n'ai pas encore eu connaissance d'autres matériaux cellulosiques. Donc l'idée, c'est de toujours travailler à partir de micro-prélèvements, mais par une technique qui est beaucoup plus sélective et sensible, qui est le couplage pyrolyse, chromatographie en phase gazeuse, spectrométrie de masse. Donc je ne vais pas vous en expliquer le principe, c'est juste que la pyrolyse va en fait transformer le matériau en molécules. La chromato va séparer ces molécules et la spectro de masse va identifier ces molécules. Et donc, une fois que l'on a identifié ces molécules, donc là vous avez un pyrogramme d'un acétate de cellulose, il y a un certain nombre de marqueurs qui nous permettent d'identifier l'acétate de cellulose. Nous avons notamment l'acide acétique, utilisé pour la fabrication, puis un certain nombre de dérivés cellulosiques que vous avez ici marqués, qui, lorsqu'ils sont tous présents, nous permettent de dire nous sommes en présence d'un acétate de cellulose. Puis nous pouvons aussi identifier les plastifiants, et ici ils sont donc encadrés en vert, et dans ce cas-là, cet acétate était plastifié avec du phtalate et aussi du tréphénylphosphate. Donc par cette méthode aussi, il est possible de suivre la dégradation de l'acétate de cellulose, notamment en regardant le phénomène de déacétylation. Donc la déacétylation, c'est la perte du groupement acide acétique. Donc il suffit de suivre, alors sur l'infrarouge, je vous rappelle qu'on avait suivi la bande d'absorption relative au camphre pour le nitrate. Ici, il suffit de suivre l'évolution de la quantité de ces deux composés et d'en faire le ratio pour déterminer le niveau de dégradation. Et donc là, vous avez 3 exemples d'acétate de cellulose, plus ou moins dégradés, et on peut voir que la disparition du composé, que je vais appeler AFM pour aller plus vite, la disparition du composé AFM indique que le matériau est dégradé, et donc le matériau A est plus dégradé que le matériau B et plus dégradé que le matériau C. Donc un moyen de suivre aussi la perte et la déacétylation, donc la dégradation de l'acétate de cellulose, alors que celle-ci n'est pas forcément visible. Donc la dernière technique dont je voulais vous parler, c'est le microscope électronique à balayage, car parfois il est difficile d'envisager un prélèvement sur un objet, mais l'acétate de cellulose, lorsqu'il se dégrade, et notamment lorsqu'il est plastifié au tréphénylphosphate, il se recouvre en surface de petits cristaux blancs. Et ça m'est arrivé à quelques reprises de prélever donc ces cristaux blancs et de les analyser.
Et grâce à l'analyse élémentaire qui est réalisée au microscope électronique à balayage, j'ai pu détecter l'élément phosphore. Et l'élément phosphore, j'en ai déduit que c'était en relation avec le triphénylphosphate. Donc sans analyser le plastique, et maintenant avec un recul d'une bonne 50aine d'objets, ça commence à faire, où j'ai systématiquement analysé les cristaux, on a cette possibilité d'identification donc, de l'acétate de cellulose par le plastifiant triphénylphosphate. Bien entendu, il n'est pas exclu qu'on ait un nitrate de cellulose plastifié au triphénylphosphate. Mais pour l'instant, je n'en ai pas encore rencontré. Et l'avantage aussi du microscope électronique à balayage, c'est qu'on va pouvoir éventuellement aller identifier les charges utilisées pour colorer. Et là, vous avez l'exemple d'un acétate de cellulose qui a une couleur un peu crème. Et il semblerait qu'il soit coloré, ou tout au moins opacifié, avec une charge du type sulfate de calcium. Donc pour finir, je vais vous parler donc de 3 études qui ont été menées avec notamment le spectromètre infrarouge portable directement dans les musées et où effectivement la question était l'identification des objets en acétate de cellulose et en nitrate de cellulose. Donc ici, c'est au moment donc, de Pop Art, nous avons fait une collection survey avec l'équipe, donc plusieurs personnes sont présentes ici dans la salle, où nous avons effectivement observé des objets en plastique, ou parfois aussi en matière naturelle pour voir les niveaux de dégradation. Et nous avons conduit des analyses sur une 50aine d'objets. Donc sur les 50aine d'objets analysés, nous avons identifié 9 acétates de cellulose, 9 nitrates de cellulose, 5 galali et 3 objets en matériaux naturels. Nous avons pu aussi identifier d'autres types de matériaux tels que les mélanines, les polyesters, les polyéthylènes, les PVC, les caoutchoucs. Donc là, de mémoire, c'était 2 jours, je crois. Nous avons passé 2 jours, nous avons pu identifier les objets et nous avons donc pu ainsi préconiser les conditions de conservation, éventuellement isoler les objets. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, moi pas du tout, mais en fait sur les étiquettes des boîtes contenant les objets, on avait juste les mentions de matière d'imitation ou peigne plastique. Donc on n'avait pas vraiment d'informations et les analyses ont permis d'apporter plus d'informations. Deuxième cas d'étude, et je vais vraiment passer rapidement puisque cet après-midi vous allez voir l'exposé sur les cas des cellulos. Donc effectivement, les cellulos, c'est le nom que l'on donne à ces feuilles qui portent le dessin peint et qui permet de faire le dessin animé. En fait, à l'issue de l'étude de 22 films, avec à chaque fois plusieurs feuilles dans les films, donc je ne sais plus au total combien on a fait d'analyse, mais un certain nombre, on a pu identifier qu'en fait, dans la sélection qui avait été faite, donc qui couvre les années 30 aux années 80, avec des films d'origine de pays différents et avec des auteurs différents, en fait, on a identifié qu'un seul nitrate de cellulose et 21 acétates de cellulose. Donc l'acétate de cellulose a largement été utilisé pour la création des cellulos. Je suis obligée de dire cellulos, il faudra qu'on trouve un autre nom en fait. Donc voilà, largement utilisé est largement présent dans les collections de la Cinémathèque française. Et dernier cas d'étude, la collection des jouets au musée des arts décoratifs, où là aussi l'idée c'était de voir un peu la représentativité des plastiques et déterminer notamment ceux qui pouvaient être en acétate et en nitrate de cellulose. Donc nous avons analysé 42 objets, là je crois que c'était en une seule journée d'ailleurs. Nous avons été aussi amenés à faire quelques prélèvements, notamment pour tout ce qui était peluche et nature des cheveux des poupées, puisque là l'interface ne permettait pas de faire l'analyse. Et donc nous avons pu identifier 2 objets en acétate, 7 en nitrate, et après un certain nombre de jouets, notamment les plus récents, qui sont plutôt à base de polyuréthane, polyamide, polyéthylène, PVC et polystyrène. Donc voilà, merci de votre attention. Alors j'ai pris des photos de toutes nos missions ensemble. Je n'ai pas retrouvé à qui étaient les photos, donc je remercie tout le monde.